Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale. Un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le Single Family Office. Romain Afflelou, investisseur et entrepreneur. Un single family office, c'est l'envie d'investir. Voilà, les gens ont de l'argent, ils ne savent pas forcément quoi en faire. Jusqu'à un certain moment, on mettait l'argent à la banque. Voilà, jusqu'à encore une dizaine, quinzaine d'années. On continue toujours, mais la réalité, c'est que les gens aujourd'hui ont compris qu'il y avait d'autres opportunités d'investissement. Et donc, notamment la diversification. Que ce soit à la fois investir dans la tech, comme ce que je fais, mais ça peut être aussi tout simplement aussi dans l'immobilier, dans de la dette, enfin diversifier ces investissements. Et donc pour ça, il faut savoir aussi s'impliquer, comprendre, peut-être s'entourer, recruter des gens, des experts pour ça, où il y a d'autres outils pour pouvoir monter un family office. J'avais traité l'année dernière avec Laurent Nosfart d'Agami le sujet de multi-family office. Je trouvais intéressant de vous faire découvrir les dessous d'un single family office pour avoir une vue plus complète de ces acteurs discrets de l'investissement. Romain s'est prêté à l'exercice pour nous donner un éclairage très personnel de ce qu'ils mettent en place avec A & Sons. Vous découvrirez la philosophie, les convictions, l'organisation et la gouvernance de cette entité familiale. Nous faisons également un détour sur le monitoring des participations, la diversification et la prise de décision. Romain nous explique ses premiers pas d'investisseur et ce qui le motive le plus dans l'accompagnement des entrepreneurs. Le maître mot de cette discussion, c'est la transmission. Enfin, nous terminons avec Cosmo Connected, dont Romain a pris les rênes et qui envisage de révolutionner les équipements de sécurité de la mobilité légère. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Romain. Salut Solène. Hyper heureuse de te retrouver chez Mouti. C'est ça, rue de Courcelles. On est très gentiment accueillis pour faire cet enregistrement. J'expliquais à Romain combien c'était compliqué parfois de débarquer avec un matos comme le mien. Mais on a été très gentiment accueillis. Alors, on a plein de choses à se raconter aujourd'hui. Le focus de l'épisode, c'était de retourner sur le concept de single family office, puisque j'avais fait, comme je t'expliquais, un épisode il y a à peu près un an sur les multi-family office et le fonctionnement. Donc voilà, l'objectif, c'est que tu nous expliques un petit peu ce que c'est qu'un single family office, comment ça fonctionne, et puis que tu nous parles aussi de toute ta trajectoire entrepreneuriale qui nous intéresse super, beaucoup. Génial. Est-ce que tu pourrais quand même te présenter à l'audience pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Donc je suis Romain, j'ai 43 ans, je suis père de 3 enfants. Je suis entrepreneur depuis un petit moment. J'ai eu l'opportunité très rapidement de monter ma boîte à 23 ans, une société de distribution de lunettes. Ouais. Donc, j'avais des marques en licence et j'allais sur le terrain, j'allais vendre mes lunettes à des opticiens. Pas forcément ceux de Afflelou, puisque je vendais des marques, donc c'était très très sympa. Donc ce qui m'a beaucoup plu, c'était le terrain. Je fais beaucoup de retail et puis j'ai voulu me reconvertir un petit peu dans le digital. Donc je me suis occupé de développer la partie web et digital d'Afflelou dans les années 2010. Ce qui m'a amené à lancer un projet de site e-commerce. Pour ça, il fallait qu'on trouve des super technologies d'essayage virtuel. Je suis parti à San Francisco trouver d'essayage virtuel. Ouais, tu sais, pour essayer des lunettes depuis chez toi, en fait. Ouais. Et en fait, notre objectif, c'était vraiment d'apporter un rendu quasiment identique à celui que tu peux avoir en magasin. Donc, pour t'assurer que si tu devais acheter une lunette depuis chez toi, ce soit exactement le même rendu que si tu étais en magasin. Et à l'époque, c'était très, très complexe. Donc, aujourd'hui, tu as des filtres Instagram où tu peux te transformer en lapin et je ne sais quoi. Ouais. Mais à l'époque, c'était très, très complexe. Et du coup, j'ai réalisé qu'en fait, avec la technologie, on allait pouvoir simplifier ou changer peut-être le mode de consommation d'achat de lunettes et que ça pourrait peut-être changer énormément de choses sur la partie optique. Et donc, très rapidement, je me suis passionné pour la tech. J'ai un ami qui a un fonds à New York, le fonds s'appelle Red Sea Venture. Okay. Et son objectif, c'était d'être le premier investisseur dans des projets. Donc, du coup, il crée une vraie relation avec les fondateurs. Donc, en précide à chaque fois. En précide, exactement. Et en fait, ça m'a donné l'envie de rencontrer des startups. Parce qu'il y a une dizaine d'années, j'avais pas forcément cette image on disait que c'était un petit peu élitiste, qu'il fallait sortir des grandes écoles pour monter sa start-up, et en fait pas du tout. Ouais. Donc je suis rentré à Paris, j'ai fait un petit peu le tour de pas mal de start-up, d'incubateurs, de pépinières.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était souvent une association de personnes qui avaient peut-être 10 ou 15 ans d'expérience, qui s'associaient avec quelqu'un de plus jeune et qui avait une envie de changer un petit peu un modèle, une industrie, etc. Donc j'ai investi en tant qu'angel. D'accord. Comme j'étais un petit peu curieux, je n'étais pas forcément expert dans beaucoup de choses, mais j'avais envie de comprendre un petit peu dans quel monde on allait évoluer et surtout par le biais de la technologie, comment on allait mieux manger, mieux payer, mieux se déplacer, donc diversifier un petit peu mes investissements, en essayant d'aider, si je pouvais, les fondateurs, et en essayant d'utiliser peut-être aussi un écosystème, de créer un écosystème, et c'est ce qui m'a amené à diversifier, à investir dans quelques projets. Et puis par la suite, j'ai eu l'opportunité de continuer les investissements pour la famille. Donc, d'où le sujet du single family office. Et tu es entrepreneur. Parce que là, tu parlais de ta casquette investisseur. En fait, tu as plein de casquettes. Mais si on se cantonne aux deux principales aujourd'hui, investisseur et entrepreneur. Oui, en fait, donc investir, c'est aussi, super. J'ai toujours su au fond de moi que j'aurais envie de monter aussi un projet qui serait un petit peu mon projet de vie. Et effectivement, j'ai monté une start-up qui s'appelle Cosmo Connected, qui développe des solutions de sécurité pour les cyclistes, pour les motards, mais je t'en parlerai un petit peu plus tard. Tout à fait. Alors, tu l'as dit, l'objectif, je l'ai dit aussi en intro, c'était de parler des single family office. Est-ce que tu pourrais venir sur ta définition de ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'un single family office et comment ça fonctionne ? Écoute, je pense qu'un single family office, c'est l'envie d'investir, d'avoir, on a des gens de l'argent, ils ne savent pas forcément quoi en faire. Jusqu'à un certain moment, on mettait l'argent à la banque, jusqu'à encore une dizaine, quinzaine d'années. On continue toujours, mais la réalité, c'est que les gens aujourd'hui ont compris qu'il y avait d'autres opportunités d'investissement. Et donc, notamment la diversification, que ce soit à la fois investir dans la tech, comme ce que je fais, mais ça peut être aussi tout simplement aussi dans l'immobilier, dans de la dette, enfin diversifier ces investissements. Et donc pour ça, il faut savoir aussi s'impliquer, comprendre, peut-être s'entourer, recruter des gens, des experts pour ça, où il y a d'autres outils pour pouvoir monter un family office. Alors, il en existe autant, il y a autant de single family office que de familles, je dirais presque. C'est vraiment à chaque fois du tailor-made. C'est comme ça que je l'imagine. Tu disais que c'était bien de s'entourer. Typiquement, de quel genre de profil on s'entoure quand on crée un véhicule ou plusieurs véhicules d'investissement pour une famille ? Alors déjà, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet quand même très administratif. Il y a un sujet aussi legal. Et taxes. Et taxes, fiscales. Voilà, tout dépend où, quoi, comment. Mais j'ai envie de dire, c'est plutôt quelle est la nature du family office et la définition qu'on veut en faire. Donc, me concernant, nous, l'idée, c'était, j'avais eu l'opportunité donc d'investir en tant qu'angel dans la tech. Et puis, la famille a dit, pourquoi on devrait continuer d'investir, sachant que tu as l'air à l'aise, tu trouves des projets très intéressants, et puis en plus de ça, on peut s'impliquer. Aussi. Non, j'ai pas, mais en fait, c'est en fait au fil de l'eau, j'ai pu rencontrer énormément de gens, il y avait énormément de projets, donc et bien évidemment, l'investissement, c'est un projet important puisqu'on va s'impliquer. C'est aussi c'est comme un mariage, quelque chose qui va durer. On espère le plus longtemps. Il peut y avoir à la fois des bonnes surprises comme des mauvaises. Et donc on doit être structuré pour ça. Du coup, nous, l'idée, c'était de s'équiper, de s'entourer de gens qui allaient nous permettre de pouvoir avoir un bon suivi, que ce soit par exemple sur nos investissements, mais aussi de pouvoir accompagner nos projets. D'accord. Donc en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, je pense... Donc c'est presque une logique entrepreneuriale. Complètement. Quasiment. Complètement. En fait, surtout ce qui est très... Pas tout à fait. Alors après, je pense qu'encore une fois, chaque family office est différent, mais tu es plutôt dans une logique d'investissement humain, c'est ça ? Ah oui, plutôt qu'investissement financier. Alors, les deux, mais... moi, j'ai pas un background de financier. Donc, déjà, c'est un petit peu l'originalité. Je pense qu'on a une fibre basée sur l'humain, sur le consommateur. On a eu la chance de travailler avec notre père. Mes trois frères travaillent aussi dans l'entreprise familiale. Et on est très proches. Et surtout, il y a un message qui est important, c'est de pouvoir rester proche des gens, essayer de les aider. Je
pense que c'est ce mon père et l'entreprise a cherché à faire, à toujours être là pour innover, pour communiquer s'il y a quelque chose à dire. Voilà, donc mon père a toujours dit ça, et on communique si on a quelque chose à dire. Et donc, moi, je pense que de manière naturelle, j'investis dans les gens. J'investis dans les gens qui ont aussi, je pense, deux qualités. La première, d'être très ouverte, c'est-à-dire disponible. Donc, moi, j'ai besoin de savoir que je peux parler à la personne, d'être proche. Parce que je pense qu'il faut savoir l'être et qu'on ne sait jamais. Voilà, personne n'aurait pu imaginer l'arrivée du Covid et savoir se remettre en question, savoir remettre un business model et d'être réactif. Donc, nous, aujourd'hui, on cherche à être actif dans nos investissements. Ça ne veut pas forcément dire qu'on veut être majoritaire, qu'on va avoir une place au board, mais un exemple, moi, j'ai un groupe WhatsApp avec chacun de mes investisseurs. D'accord. Donc, je suis proche des hommes et des femmes que j'accompagne. Et puis surtout, on n'est pas uniquement basé que sur la partie héroïste financière. Ouais. Donc on est là pour dire comment on va pouvoir faire un bout de chemin ensemble et comment on va peut-être créer de la valeur, créer des richesses, créer de l'emploi, améliorer la vie des gens. Bien évidemment, le côté impact est très très important pour nous dans nos investissements. Mais pas que. Voilà, nous aujourd'hui, on veut vraiment essayer de diversifier nos investissements pour s'acquérir une expertise. D'accord. Donc là, tu as parlé beaucoup du capital risque. Non, tu n'as pas parlé beaucoup. Ouais. T'as parlé beaucoup. C'était très intéressant. Non, pas du tout. C'était très intéressant. Tu t'es focalisé sur le capital risque. Est-ce que c'est vraiment votre focus ou est-ce que vous êtes multi-asset class et finalement, suivant après vos besoins, vous êtes aussi, vous rapprochez de banques privées, de gérants indépendants, d'analystes aussi pour vous aider à analyser, je ne sais pas moi, s'il s'agit même de fonds, pour analyser des fonds de private equity, ce que tu as d'ailleurs dans beaucoup de banques privées qui t'aident à comprendre ce qu'il y a derrière un fonds. Est-ce que vous avez cette constellation de conseils autour de vous? Alors sur ma partie, j'ai commencé aussi à investir dans les fonds de venture parce que tout simplement, j'étais co-investisseur avec un certain nombre de fonds et l'intérêt d'investir dans un fonds, c'est que ça nous permet une ouverture géographique au niveau du portefeuille. Diversification, mais ça nous permet aussi d'avoir accès à des deals qu'on n'aurait pas pu avoir en tant qu'angel. Et puis, ça nous permet aussi autre chose. Je pense qu'on peut proposer nos boîtes pour nos portefeuilles, pour nos autres fonds. Donc, en fait, nos fonds, nos partenaires aussi se sourcent dans nos projets. Okay. Donc ça, c'est intéressant. Après, pour répondre à ta question, je pense que la vraie difficulté d'un single family office, c'est de réunir plusieurs personnes autour de la table et de savoir d'identifier qui fait quoi. Déjà au sein de la famille. Au sein de la famille. Ouais. Qui fait quoi? Tout simplement parce qu'il faut déjà avoir le temps pour pouvoir faire autre chose, avoir l'envie, identifier les projets. Et c'est pas si simple. Donc nous, c'est un petit peu nouveau, mais donc moi de mon côté, sur la partie que j'ai animée, c'était vraiment la partie un petit peu humaine, investir dans les gens, créer des relations et essayer d'aider les gens. Et ce qu'on a fait en fait, la première partie, on va dire des premières années d'investissement, c'était de diversifier nos investissements dans différents types de verticales, d'acquérir une certaine expertise, avoir un début de crédibilité ou de légitimité. Je ne vais pas parler de track record parce que pour moi, les track records, ce n'est pas un sujet que de performance, de dire on a fait ci, on a sorti ça, etc. Mais plus, je pense au contraire d'avoir une certaine notoriété vis-à-vis de nos partenaires. Et justement, la deuxième étape pour moi, c'est d'aider nos boîtes parce que moi, le premier qui suis entrepreneur aussi dans une start-up, on a souvent la tête dans le guidon et je pense que ce soit des actionnaires ou des partenaires, sont là aussi pour aider. D'accord. Et des sociétés qui seraient aux États-Unis, qui voudraient s'implanter en France, ou inversement, on ne peut pas simplement dire « Ah, je connais quelqu'un, je te fais une introduction ». Je pense que... C'est un peu maigre. Tout le monde peut le faire. Tout le monde... Bon, il faut avoir accès aux gens. Mais en fait, on perd même le potentiel de développer de la richesse, de développer un partenariat. Ouais. Donc, si une de nos sociétés qui a développé, par exemple, un compteur électrique connecté aux États-Unis, des anciens de Tesla ont développé ça. Donc, tu peux visualiser un petit peu ta consommation d'énergie depuis ton smartphone, donc un truc extraordinaire. Si demain, on devait les présenter à Total, moi, je ne peux pas simplement juste faire un mail d'intro. Donc, l'idée, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, on a recruté des gens. Donc, on a structuré, pour revenir un petit peu sur la partie structuration des équipes,
on a recruté des gens qui vont pouvoir gérer la partie business et développement, qui vont dire, tu veux parler à Total, il faut parler à telle personne, mais voilà comment il faut préparer un petit peu le projet, voilà comment voilà comment notre véhicule va pouvoir t'aider. Et tu parlais donc de la répartition des rôles. Oui. Est-ce que dans un single family office, on met en place une charte de gouvernance ou est-ce qu'on écrit une thèse d'investissement ? Alors, je pense que surtout ce que tu essayes de faire. Un petit peu rigide. Non, c'est très bien. Alors, tu sais, nous, ce qu'on a fait et ce que je recommande, c'est de prendre des consultants qui vont venir t'aider à travailler un petit peu sur toi-même, la famille, un peu en off-site aussi, c'est toujours bien. Et d'essayer d'identifier un petit peu quelle va être la raison d'être d'un family office. Pourquoi tu crées ce family office ? Qu'est-ce que tu vas chercher à faire ? Quelle va être ta mission ? Quelles sont tes valeurs ? Donc, c'est des choses qui sont clés, et même si tu n'as pas forcément envie d'être, même si t'as pas rigoureux forcément ou rigide. Non, mais si t'as pas envie de les publier, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui veulent, être. Oui, mais tu peux. Il y a plein de family office qui sont fiers de générer, ces valeurs-là, de leurs investissements, de leurs engagements, Et je peux comprendre que ça reste privé quand même. C'est privé, mais c'est aussi gagner une certaine légitimité, crédibilité. Ouais. Tu peux avoir des family office dans l'immobilier, par exemple. C'est important de montrer ce qu'ils ont fait, tu vois. Donc, mais peu importe si tu veux être, tu veux parler de toi ou pas, c'est important, je pense, de définir un petit peu ta raison d'être. Ouais. Qu'est-ce que tu vas chercher à faire ? Pourquoi tu crées un family office ? Et c'est pas souvent facile. Ça n'a pas été non plus très facile pour nous parce que nous on est plusieurs, on est 5 garçons dans la famille et on a chacun un petit peu nos envies, nos appétences et puis faut avoir un peu de temps aussi pour pouvoir faire tout ça. Donc non, je pense que c'est très intéressant de faire ce travail sur soi-même parce que t'as pas forcément le temps de le faire dans ton quotidien. Et puis quand on parle de single family office, donc il y a le mot famille. Et c'est aussi important d'essayer de créer un petit peu tous ces liens et de dire en fait quelle va être la legacy, quelle va être un petit peu qu'est-ce qu'on souhaite laisser. Il y a le volet de transmission et de durabilité de l'investissement qui est fondamental. Enfin, j'imagine, j'étais pas là le jour où vous avez fait cet off-site, mais j'imagine que ce sont des sujets qu'on touche du doigt quand même. C'est ça. Alors après, on se connaît tous, parce qu'on est tous frères et avec notre père, mais c'est vrai que ça nous permet aussi de se remettre un petit peu en question. Ce qui est très intéressant, c'est aussi dire, on met nos skills, si on en a, en avant. Voilà, mon frère Laurent est responsable de développement, donc il a une grosse connaissance, expertise sur toute la partie retail, immobilier. Mon frère Lionel s'occupe des produits. Mon frère Anthony était au marketing et aujourd'hui devient DG du groupe. Donc il y a plein de talents un petit peu, d'expertise. Il faut juste s'assurer qu'on puisse avoir du temps à à disposition des gens. Je pense que ça, c'est un point clé. Et puis moi, j'essaye d'être proche des gens. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux apporter, mais en tous les cas, je suis là. Ça marche. Est-ce que ça, c'était intéressant aussi. Alors, je rentre vraiment peut-être trop dans le détail. Tu me dis si ça t'embête d'en parler. Mais il y a aussi tout ce qui concerne le suivi de perf, de consolidation des assets, parce que c'est compliqué quand tu as un portefeuille. Alors, pour des investisseurs institutionnels ou des fonds, moi, je visualise très bien le genre d'outil qui est utilisé, qui est souvent un tableur Excel, mais pas que. Comment est-ce que vous organisez ce suivi-là ? Écoute, c'est un super sujet. C'est un super sujet parce que pendant pas mal d'années, j'ai fait ça sur Excel, assez seul. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer un couple de Français extraordinaires, Chloé et Raphaël Benadmont, qui ont monté un projet qui s'appelle Dataset. Et en fait, ils ont 20 ans d'expérience dans la finance. Ils ont été dans gestion de patrimoine, dans des fonds. Ils ont vécu au Luxembourg. Donc, c'est des gens qui en fait, ont voulu en fait, développer un outil. Donc une web app où en fait tu vas avoir la possibilité d'intégrer toutes tes lignes d'investissement, quelles qu'elles soient, tous tes assets, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des investissements en PE, tes fonds de venture, tous tes bitcoins, ton contrat de mariage, tu peux mettre tout ce que tu veux. Mais en l'occurrence, ils ont adapté quand même le format pour la partie family office et fonds d'investissement. D'accord. Et donc en gros, on onboard chacun des investissements dans l'outil. Ils ont accès à tous les suivis, les reporting mensuels et trimestriels.
et ils vont mettre à disposition des clients un outil où tu vas visualiser en temps réel les performances de chacune de tes boîtes. Et en fait, là, ce qui est génial, c'est que du coup, tu peux visualiser les performances par année, tu peux visualiser par stage, par thèse, par thématique, par verticale, par géographie. Et donc, si je veux, par exemple, aujourd'hui savoir quelle est la performance de mes investissements en fintech que j'avais fait en seed en 2019, j'appuie sur un bouton et ça apparaît. Ouais, faut quand même que tu remettes à jour les valos. Mais c'est eux qui le font. Mais comment ils ont accès aux valos ? Parce qu'en fait, si tu veux, ils parlent avec les boîtes. Donc, il va dire, OK, telle boîte a levé, mais attention, en ce moment, peut-être le marché est un petit peu compliqué. Telle boîte a peut-être 6 mois de cash, il faut un point de vigilance, on va refaire un point dans 3 mois, etc. Donc, c'est du consulting mêlé à un outil de reporting ? Oui, en quelque sorte. Avec un usage hyper friendly. Donc, c'est très, très simple. N'importe quel client pourrait utiliser ça. Aujourd'hui, en fait, ça remplacerait potentiellement 3-4 personnes, analystes, qui feraient le travail. Ouais. Faut pas que je renforce de l'humain, mais c'est très très simple. Je pourrais te faire la démo après coup. Mais écoute, ouais. Mais c'est génial. Et du coup, ça me permet en fait d'avoir de la visibilité en temps réel sur les performances avec un accès très très simple. Top. Alors je reviens sur, dessus sur cette histoire de gouvernance ou de thèse d'investissement. Parce que vous avez, alors si on regarde uniquement les investissements en capital risque, vous avez un certain nombre de verticales qui sont reprises. Pourquoi vous avez fait ce choix de verticale ? Est-ce que vous teniez strictement à ces industries-là, ou dans la tech, il y a de la biotech, il y a de la fintech, etc. Et finalement, quel est le processus de décision d'investissement dans telle ou telle boîte ? Écoute, au niveau de la famille. Oui, écoute, en fait, c'est simple. On a eu l'opportunité d'investir dès 2014 dans des super projets. Et en fait, on voulait diversifier. Donc, à chacune par période, tu avais des projets fintech qui arrivaient, tu avais des projets SaaS, tu avais des projets foodtech. Enfin, on a vraiment essayé de rester connecté au monde de demain. Et c'était super parce qu'il y avait de très, très belles opportunités. Donc, je l'ai présenté à la famille, on avait des boards. Après, la réalité, c'est aussi que parfois, dans la tech, il faut savoir être agile, il faut savoir être speed. Ouais. On a fait des investissements en early stage, mais pas que. Encore une fois, on a été très opportuniste. On a été opportuniste et avec, encore une fois, à chaque fois, une stratégie d'investir non pas dans un projet, mais dire, OK, si on a une verticale qui apparaît, essayons de comprendre, essayons d'essayer de trouver des bons projets, d'avoir une certaine expertise, parce que justement, en ayant plusieurs investissements dans la même verticale, on acquiert une expertise, on est proche des fondateurs et des talents qui vont nous expliquer un petit peu leur vision et comment va l'évolution dans cette verticale. Ouais. Et puis, on est aussi co-investisseur avec un certain nombre d'investisseurs qualifiés avec lesquels on va pouvoir échanger. On va pouvoir avoir aussi des advisors. Donc voilà, on gagne en compétences et du coup, on présente des projets dans des boards, mais parfois, parfois, il faut être un petit peu plus rapide. Et c'est, je pense, la force, qui peut être aussi une faiblesse, d'un family office versus un fonds. Un fonds d'investissement va devoir sélectionner les meilleurs profils parce qu'ils gèrent l'argent d'autres personnes. Ouais. Et ils sont contraints d'avoir des résultats. Mais voilà, et nous aussi, je pense que ce qui est intéressant pour des gens qui veulent peut-être se lancer ou qui le font déjà, c'est que on peut tout simplement identifier des tickets d'investissement sur lesquels on peut être à l'aise pour avoir une décision d'investissement un petit peu plus rapide. Mais bon, qu'on investisse 20 000 euros ou plus, c'est toujours de l'argent et sur lesquels il faut faire très attention. Donc, on a aussi des sujets de due diligence où j'ai pu créer un réseau. Ouf. J'ai pu créer un réseau indépendamment de notre expertise en interne. On a pu créer un réseau, on va dire, de partenaires. C'est aussi la raison pour laquelle on est investisseur dans des fonds de VC, puisqu'on a la possibilité de partager les opportunités deal flow et d'avoir le retour. Les fonds aussi sont aussi structurés et on a des fonds très early stage comme des fonds beaucoup plus late. Donc c'est super, ça permet aussi de se dire tiens, lui, je lui parlerai dans un an quand il voudra se développer. Et donc ça nous permet d'aider aussi les boîtes. Je pense que c'est très important de faire ce process de levée de fonds. Mais si aujourd'hui on peut simplifier la vie des entrepreneurs et peut-être de les aider à lever des fonds par le biais de nos actions, c'est super. Alors, tu parlais beaucoup du non-côté, donc côté VC, côté PI, parce que donc les fonds de private equity ont des tickets d'entrée qui sont
très très important. Donc si tu veux aller sur un fonds, je sais pas, KKR, Carlyle, tout de suite, t'es sur des sommes énormes. Est-ce que toi, tu utilises, alors soit au travers de ce véhicule à Sons, mais sinon à titre personnel, des outils comme Moonfair qui te donnent accès Non, parce qu'en fait, moi j'ai toujours la même logique. Je veux être proche des gens. Et malheureusement, ces fonds, même aussi bien qu'ils peuvent, très intéressants et apporter des très très belles performances, je suis pas dans un état d'esprit où je vais faire partie de centaines de LP. Et moi, je vais pouvoir m'assurer que je puisse parler au fondateur ou à la fondatrice. D'accord. Et des aider. Donc, on va vraiment sélectionner nos investissements, plus vraiment, encore une fois, sur de l'humain et sur de la proximité. Ouais. Donc ces gros groupes, pour ces gros fonds de PI, pour l'instant, ne sont pas dans ma trajectoire. D'accord. Alors on parlait dans les single family office, il y a quand même on n'en parlait pas, j'y pense maintenant, des associations. Alors je pense à une association qui est en Suisse qui s'appelle la SFOA. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, ou est-ce que tu as des échanges réguliers avec d'autres familles pour échanger du deal flow ou des bonnes pratiques ? Oui, complètement. Au fur et à mesure des années, on a créé un vrai réseau de family office, d'investisseurs privés, de fonds, et j'ai besoin de garder un petit peu ces rendez-vous mensuels. On se fait des petits déj, et puis on a aussi monté un petit peu aussi nous en équipe. Donc j'ai une femme je suis entouré que de femmes moi chez Asson. T'as quand même pas mal de frères. Oui, mais c'est pour ça. Tu compenses. J'ai Laurine qui m'aide sur la partie on va dire réseau et communication auprès justement de réussir à recenser tout notre réseau. Ouais. J'ai Emmanuel qui s'occupe sur la partie investissement et deal flow. Ouais. Donc qui est aussi entrepreneur et investisseur de son côté. Donc elle a aussi une quarantaine de lignes. Donc en gros, j'essaye de créer ce réseau à Asson, d'investisseurs, et donc on est très proche d'un certain nombre de familles, qu'elles soient, on a un quart de nos investissements qui sont aux États-Unis aussi, on a pas mal en Israël et le reste bien sûr en France et en Europe. On a fait quelques projets d'investissement en Afrique. Donc oui, on est très proche. On ne connaît pas en l'occurrence Tu connais pas. Mais tu sais, moi j'ai pas forcément. C'est mon passé de banquière, je suis désolée. Je reconnais. Moi je prends plaisir à rencontrer les gens tous les jours. Ouais. Et tous les gens, et chaque rencontre me ramène sur d'autres rencontres. Et c'est comme ça qu'on crée un peu notre réseau qui s'agrandit. Top. Alors, un point qui est hyper important, et j'essaie quand même de ramener toujours sur ce sujet-là, parce que c'est important pour moi, à titre personnel, c'est tout le volet durabilité et investissement ESG. Est-ce que ça, c'est un sujet que vous commencez à creuser, ou qui est déjà installé depuis longtemps dans la façon dont vous procédez au choix des investissements ? Et comment vous faites pour monitorer ça ? Écoute, c'est clairement une stratégie qu'on met en place depuis un petit moment, puisque comme on va être proche de la tech, on suit les tendances. Et ces tendances-là, elles grandissent de plus en plus aujourd'hui, mais elles ont commencé il y a déjà pas mal d'années. Ouais. Donc, et puis tout simplement, on le voit, ne serait-ce que chez Afflelou, on a commencé à fabriquer des lunettes avec des produits, des matières recyclables déjà depuis un petit moment. Ouais. Voilà. Et dans les projets, on a fait pas mal de projets impact. On a trouvé une start-up qui est basée à Lille, qui s'appelle Carbone avec un K, qui est un petit peu le Yuka du carbone. Ouais. Et donc qui permet en fait d'identifier l'empreinte carbone des produits alimentaires. Parce que Emmanuel Macron avait voulu il y a quelques années, donc cette boîte existe. Et on a une quinzaine d'investissements dans l'impact, mais avec lesquels on va vraiment aider les entrepreneurs et surtout à se développer. Donc on cherche des projets aussi qui nous parlent. Et surtout, il y a un fit. C'est pas simplement le projet, il faut qu'il y ait un fit entre nous. Avant tout, encore une fois, je le répète, on investit sur les gens. Ouais. Ça fait beaucoup de fois que je le dis. On a compris. Hein. Pardon. Non, mais attends, c'est hyper intéressant. Tu pourras zapper au montage. Non, je coupe rarement. Mais non, écoute, c'est clairement... Et puis on s'entoure aussi d'experts, de gens qui nous expliquent, qui nous apprennent. Qui nous apprennent, qui aident des COMEX dans des très gros groupes, justement, à inculquer cette stratégie et d'avoir une vision ESG. Qu'est-ce que ça veut dire ? Puis moi, tu le sais, j'ai monté ma start-up Cosmo. Bah oui, on va en parler. Super, ce qui nous reste 8 minutes. Voilà. Donc, Alors, super transition. Merci Romain, c'est magnifique. Est-ce que tu peux nous parler ? Ouais, parce qu'on clôture vite, j'ai mon taxi qui arrive. Pas de souci.
C'est quoi Cosmo Connected ? Alors écoute, Cosmo Connected, c'est une start-up qui est basée à Paris. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était d'utiliser les technologies qu'on a dans la voiture ou dans le militaire et d'essayer de le mettre à disposition en fait, des deux roues. On a commencé d'abord pour les motards. L'idée, c'était de permettre aux motards d'être plus visibles. Et en fait, on s'est rendu compte que... C'est le casque, le tout premier. Non, c'est exactement. Si j'ai bien suivi ton actu. C'est un feu connecté que tu mets sur un casque. C'est ça. Et moi, l'objectif, c'était de sécuriser tous les motards et que notre produit pouvait se mettre sur tous les casques. Ouais. Et donc ce feu connecté, il est connecté parce qu'il est relié en Bluetooth avec le téléphone. Et à l'intérieur du produit, en fait, il y a un accéléromètre qui va identifier la perte de vitesse. Et en gros, dès que tu ralentis, le feu s'allume. Top. Et fonctionne comme un feu de freinage. Il n'est pas relié au véhicule, au frein du véhicule. Donc tu indiques que tu freines sans pour autant appuyer sur le frein. Donc tu évites des accidents. Ouais. Le cas échéant, si tu as un accident, on voulait absolument l'identifier et pouvoir prévenir les proches ou les secours et donner ta position GPS. Donc c'est quelque chose de très simple. C'est un feu, ça s'allume, ça donne une indication et ça peut te sauver la vie. Et on s'est rendu compte, en fait... Et ça, vous l'avez développé vous-même ? Oui, on a développé avec pas moi, avec des ingénieurs, toute une équipe. Moi, je te raconte une histoire, mais la force de Cosmo aujourd'hui, c'est ma team, qui a des années d'expérience à la fois dans le hardware, c'est-à-dire dans la conception des produits, mais aussi sur la partie software. Donc, par exemple, la partie accidentologie, la partie comment je vais améliorer le trajet de chacun de nos riders. Mm-hmm. Et en fait, on a miniaturisé une technologie qu'on a adaptée pour les cyclistes et les utilisateurs de micromobilité. Donc, tu vois tous ces gens qu'on voit là, les trottinettes, qu'on va voir la les vélos, exactement. Ouais. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui utilisent des vélos. Donc, tu as aussi et des trottinettes. Ouais. 1 million de trottinettes quasiment qui sont vendues en France, plus que de vélos électriques. 1 million ? Ouais. Par an ? C'était 500 000 il y a 2 ans. Par an ? Ouais. Arrête. Oui. Et en fait, pourquoi ? Parce que début, moi. Non, j'en tu en as partout. Et en fait, l'idée, c'est que avec les trottinettes Lime, Dot, etc., tu as eu la possibilité d'apprendre, de redécouvrir ce mode de déplacement. Et nous, l'idée, c'était d'arriver en fait à équiper les utilisateurs qui puissent rester concentrés sur la route, garder les mains sur le guidon. Donc, on a mis un petit système de clignotant aussi que tu peux activer avec une petite télécommande que tu mets sur ton guidon. Donc ça, c'est très sympa. Et puis surtout, aujourd'hui, les gens conduisent beaucoup parfois avec leur téléphone. Donc on a développé en partenariat avec une société qui s'appelle Microled et qui a développé une branche Active Look qui est en fait de l'affichage tête haute. Tu sais la technologie que tu as dans les voitures ? Quand tu roules et que tu vois ta vitesse sur le pare-brise. Ah, c'est top ça. Et en fait, on a utilisé cette technologie-là pour mettre dans des lunettes. Donc tu vois, je suis revenu aux lunettes. Ouais. C'est marrant, super clin d'œil. Voilà. Exactement. Et l'idée, c'était de dire, je peux avoir les informations qui vont se projeter dans mon champ de vision. Et donc, du coup, j'ai plus besoin de regarder mon téléphone. Ça fait très futuriste. Oui, mais c'est la réalité augmentée. On n'est pas dans la réalité virtuelle. Non. Et on va intégrer ça dans nos casques demain. Et en fait, les Cosmo, en gros, là, c'est de proposer des solutions de sécurité. Ça va de lumière, ça va de casque. Donc, on a aussi lancé notre propre casque qui marche très, très fort. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis revenu CEO de ma boîte. Et pourquoi revenu ? Parce que tu étais parti ? Ouais, tu vois, j'ai fait un choix d'actionnaire majoritaire et j'avais recruté d'autres personnes pour être CEO, ce qui m'a permis de continuer aussi des investissements sur le côté, mais d'être toujours chairman de Cosmo Connected. Et en fait, en début d'année, j'ai réalisé qu'il y avait un tel potentiel, un tel momentum, puisque pour toutes les raisons qu'on évoque, le marché explose, c'est dans le monde entier, le port du casque est devenu obligatoire en Israël et peut-être un jour ça le deviendra en Europe. Et puis surtout, c'est parce que c'est un projet passionnant, parce qu'on parle de ESG, on permet à des gens de favoriser tout le côté outdoor, vélo, trottinette, plutôt que la voiture ou le déplacement en métro, etc. Et donc c'est un projet qui est hyper passionnant, on a développé ça que sur la France, donc on lève de l'argent aujourd'hui. Donc vous avez clôturé votre levée là, non ? Alors on a fait une levée de fonds cet été, notamment ouverte au public, donc sur Crowdcube. Donc excellent. Donc quasiment 2 millions d'euros, mais surtout là on lève 10 millions d'euros parce qu'on veut accélérer très fort. C'est officiel là ? Tu peux en parler ? Génial. Je suis en plein dedans, donc Avec qui ?
Avec plein d'investisseurs. Ah, tu peux pas tout dire. Non, je peux pas tout dire, mais non, mais j'ai des super investisseurs qui m'ont rejoint. Cool. Et en fait, juste pour te finir, ça veut dire que du coup, je suis repassé un petit peu du côté entrepreneur qui va lever en ces périodes compliquées. Et tu vois, on a passé tout le début du podcast à parler de ma casquette d'angel et de LP et d'investisseurs dans des fonds. Ouais. Mais c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui d'être un petit peu plus proche de des pain points des entrepreneurs. Mais c'est challenging et c'est aussi c'est ce qui nous permet d'être très vivants et c'est passionnant. Et comment tu fais pour tout gérer ? Alors justement, du coup, c'est ce qui me permet de faire... Et tu t'es sympa de m'accorder 1 heure de discussion parce que tu dois être très pris. Pas du tout, et que les journées sont trop courtes. Mais non, du coup, j'ai structuré la partie de mon family office sur la partie investissement. Donc je t'ai dit avec Laurine, Emmanuel et Pauline. Ouais. Et Dataset qui m'aide beaucoup. Ouais. Et du coup, moi je suis à 200% concentré sur ma startup Cosmo. Donc tu dors 2 heures par nuit ? Je dors pas assez, mais ça va. Enfin, j'espère qu'au son de ma voix, c'est pas trop ennuyeux pour les auditeurs. Non, pas du tout. C'était top, Romain. Comme tu sais, je termine par une recommandation. Qu'est-ce que tu nous recommandes avant de partir ? Qu'est-ce que je vous recommande avant de partir ? Un peu de musique ? Vas-y. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, j'avais un côté un peu DJ. Non, alors pour le coup, juste, j'en profite pour placer un truc. J'ai investi dans un projet génial qui s'appelle DJs et c'est un petit peu le Uber du DJ. La possibilité de pouvoir booker un DJ sur une plateforme. Génial. Tu veux faire une soirée demain à Paris, au Luxembourg. Tu sais pas comment faire. Moi, je galère. Tu sais pas comment faire. Et du coup, tu vas sur une appli en fonction de ton budget, de ton thème musical. Tu veux faire une soirée disco demain à Luxembourg, tu as une application qui s'appelle DJs. C'est Cathy Guetta qui a monté ça et je suis très content. Non, écoute, j'ai pas assez de temps pour... C'est quoi la newsletter que tu lis ? J'en ai plusieurs. Vas-y, allez, tu nous le donnes. Je vais dire un truc Madines parce que comme ça c'est pro-français. Ouais, ok, d'accord. Non, mais j'en ai... Climax, tu lis ? Pas assez. Tech Trash ? Tech Trash. Tech Trash ? Tu lis pas ? Je te partagerai. Vas-y. Merci beaucoup, c'était super intéressant. T'as été hyper généreux. Non, écoute, je sais pas, je parle beaucoup, donc je m'excuse auprès des... Non, ne t'excuse pas, c'était passionnant. Voilà, merci à toi. Salut. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!